Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 28 juin. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé ensemble? C'est du déjà-vu, les gens. Encore du fichu déjà-vu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Johnson, tu peux pas laisser ce gamin tranquille. Non. Larry, tu disais, avant qu'on commence ce direct, que beaucoup de gens sont très pessimistes à propos de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. D'après toi, la situation, les négociations, les discussions, tout ce qui est en cours, c'est plutôt positif. Les signaux sont bons. On vient d'apprendre il y a quelques instants que Donald Trump aurait dit à Benjamin Netanyahu, « Si tu veux continuer cette guerre, ce sera ta guerre. Il n'en fera pas partie. » Alors, quelle est ton analyse? Comment tu vois la situation en ce moment, avec les dernières informations dont tu disposes? Attends une seconde. Ma femme est en train de me brandir un couteau. My wife is waving a knife at me. Alors, Encore une information, Larry, avant ton commentaire. Un responsable américain a confié à Axios que Bibi a besoin que la guerre continue pour rester politiquement en vie en Israël, tandis que Trump a besoin qu'elle se termine pour rester politiquement en vie aux États-Unis. Donc deux situations très différentes. Aux États-Unis, Donald Trump doit sortir de la guerre et Benjamin Netanyahu, lui, doit y rester. oui, et c'est justement le message que Trump a reçu de Rich Barris, un sondeur, la semaine dernière. En gros, même s'il essaie de dire qu'il n'a jamais promis de ne pas lancer de nouvelles guerres, eh bien, il y a une vidéo dévastatrice qui circule sur les réseaux sociaux et qui montre exactement le contraire. On le voit dire ça à Kristen Welker, et ensuite, bam, on enchaîne avec 6 extraits différents où il dit l'inverse. Donc, quand il dit à Bibi, « Tu seras seul si tu déclenches cette guerre », les Israéliens, eux, tiennent un discours très dur. Ils fanfaronnent, ils disent « On va faire ci, on va faire ça ». Mais comme on l'a vu pendant la guerre de 12 jours en juin, ils n'ont pas la capacité de la soutenir sur la durée. Et vous savez, je peux comprendre certains critiques en Iran qui se plaignent que le gouvernement soit trop conciliant. Parce que je pense que l'Iran est dans une position où, à moins qu'il ait menti de façon flagrante et surestimé son stock de missiles balistiques, il pourrait très bien dire à Israël, on vous donne jusqu'à mardi, jusqu'à demain, pour retirer vos forces de Gaza et du Liban, ou au moins commencer ce retrait. Et si ce n'est pas fait, alors nous allons détruire vos bases militaires. Nous allons détruire votre réseau électrique, vos raffineries de pétrole et vos ports. Vous allez riposter, bien sûr, mais nous, on va tout raser, rendre la vie impossible à votre population, jusqu'à ce que les droits des Palestiniens soient respectés. Ce serait sans précédent, mais je pense qu'en réalité, l'Iran a le pouvoir de le faire. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il a choisi de ne pas le faire. Mais ce que Larijani a dit aujourd'hui à propos des actions de la résistance, une attaque contre l'un, c'est une attaque contre tous, semble aller dans cette direction. Ce qui pourrait réduire les risques d'une implication des États-Unis, c'est si Trump parvient à conclure un accord avec l'Iran dans lequel Téhéran déclare « Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Nous autoriserons des inspections pour vérifier que nous ne possédons pas de dispositifs nucléaires. » Ils établiront des protocoles pour ça. Mais il faut bien comprendre que pour élaborer ces protocoles, ils vont d'abord trouver un accord général. Ensuite, entrer dans les détails, c'est une autre histoire. Le JCPOA, par exemple, a pris quoi? 1 an et demi de négociations. Donc il pourrait très bien ressusciter le JCPOA et lui donner un autre nom, le Trump PCOA, par exemple. Je ne pense pas qu'il obtiendra quelque chose comme le JCPOA. Ce sera complètement différent parce que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé.
Même notre ami, le professeur Miranda, qui faisait partie des négociations, a dit qu'il ne l'aimait pas, mais qu'il a laissé faire. Il s'est dit, bon, l'administration voulait ça, alors il les a suivis. Yeah, yeah. So no, I agree. It's Oui, non, je suis d'accord. Vous savez, l'Iran a plus de cartes en main aujourd'hui. Il n'est plus dos au mur. On peut dire qu'en 2014, il était isolé. Il n'avait pas beaucoup d'options économiques. Il traversait une période difficile sur le plan économique. Et la Russie et la Chine étaient plutôt du côté opposé. Pas de manière active. Mais vous voyez, à l'époque, la Russie et la Chine se tenaient aux côtés de l'Occident et disaient oui, on va suivre toutes ces sanctions occidentales. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La Russie et la Chine ont pris du recul et ont dit non, on ne va pas participer à ce genre d'intimidation. we're not going to engage in this kind of bullying. Oui, le journal Israel Hayom a rapporté, Larry, que l'Iran a réussi à créer une équation très inquiétante. Toute attaque contre Beyrouth serait, comme tu l'as mentionné, suivie, tu sais, d'une riposte iranienne, avec un missile dirigé vers Israël. Les sources de sécurité israéliennes reconnaissent qu'il n'y avait aucune possibilité que l'Iran réagisse avant la décision d'attaquer la frontière sud de Beyrouth. Elles disent que, selon leur évaluation, l'Iran n'allait pas les attaquer s'ils frappaient Beyrouth. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, pour évaluer, pour voir quelle serait la réaction de l'Iran, pour observer la réponse iranienne. Voilà pourquoi ils ont agi ainsi. Ils voulaient tester la réaction de Téhéran, et l'Iran a répondu. Et maintenant, cette équation est quelque chose de très préoccupant pour les Israéliens. Oui, eh bien c'était ça. Et en plus, il s'agissait aussi de faire dérailler, de tenter d'impliquer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, de relancer tout ça, pour empêcher la signature de cet accord d'Islamabad. Mais Trump n'a pas mordu à l'hameçon, et il a envoyé des messages très clairs à Netanyahou. Si vous voulez vous battre avec l'Iran, vous serez seul. Nous, on ne participera pas à ça. C'est ce qui s'est passé au début de la guerre de 12 jours. C'est l'Iran qui a déclenché cette guerre. Les États-Unis ne la soutenaient pas. Ils ont peut-être joué un rôle périphérique, mais rien de central. Et maintenant, Washington dit clairement, vous l'avez commencé, nous, on se retire. On ne viendra pas vous sauver. Oui, je ne sais pas si vous avez vu ces images qui sont sorties. On y voit une photo satellite montrant le missile iranien frapper la base aérienne de Ramat David. Oui, juste un seul. Oui, il y a tout un tas de bâtiments là-bas et ils en ont touché un. Donc vous voyez, encore une fois, ça envoie un message. On peut faire beaucoup plus de dégâts si on le veut. Mais jusqu'à présent, ils ont choisi de ne pas le faire. Ils attaquent, Larry, comme on en a parlé. Ils frappent la partie sud de Beyrouth, le sud du Liban, dans une ville qui s'appelle Tyr, si je ne me trompe pas. La ville s'appelle Tyr, mais je n'avais jamais entendu ce nom avant. Ils attaquent pour montrer qu'ils n'accepteront pas l'équation iranienne. C'est le message qu'envoie Israël. Et en même temps, le Yémen attaque Israël. Ils utilisent des drones. J'ai vu beaucoup de vidéos qui montrent que le Yémen attaque Israël avec des drones. C'est une nouvelle phase de la guerre. Jusqu'à présent, le Yémen n'en faisait pas partie. Et il semble, d'après ce que je comprends, qu'il y ait une sorte de répartition des rôles entre l'Iran et le Yémen. Le Yémen répondra dans le sud du Liban, et l'Iran réagira si des attaques ont lieu à Beyrouth. Je ne sais pas. Quelle est ta perception de tout ça? Oui, je pense qu'ils se répartissent en parties, disons, différentes responsabilités. Mais au final, je pense que c'est l'Iran qui devra prendre la direction de tout ça en disant « c'est nous qui décidons des représailles et des réponses ». Cela dit, on n'a jamais vu un tel niveau de coordination et de coopération entre ces trois acteurs, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran. Donc oui, c'est un terrain complètement nouveau, absolument.
So, this is new territory, absolutely. Tu as vu le reportage de Fox News sur l'Iran? Les manifestations, les nouvelles manifestations en ce moment en Iran. Les étudiants iraniens sortiraient dans toutes ces villes dont ils ont parlé dans le reportage. Tout ça, c'est faux, Larry. Yeah, Oh, fake. yeah. I No, was that- amazed. Oui, oui. L'Occident poursuit son opération d'information pour essayer de saper le soutien en Iran et ils échouent. Ils échouent complètement. in Iran, and they're failing, absolutely failing. They're using Larry. I don't know if you've noticed. Larry, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils utilisent ces experts, surtout des Iraniens installés aux États-Unis, qui sont proches du fils de l'ancien Shah d'Iran. Fox News coopère d'une manière ou d'une autre avec lui, et c'est pour ça que dans ce reportage, ils ont fait intervenir des gens proches du fils du Shah pour parler de ce qui se passe en Iran. Mais qu'est-ce que c'est, au juste? Quelle est leur politique vis-à-vis du fils du Shah? Je n'ai jamais entendu Donald Trump dire qu'il comptait remettre le fils du Shah d'Iran au pouvoir en Iran. Moi, tu vois, il parlait de certaines affaires internes. Si tu te souviens, lors des attaques, il avait dit « Je vais faire comme j'ai fait au Venezuela ». C'était ça la rhétorique de Donald Trump. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce rapprochement entre ce type et Fox News, alors qu'on sait très bien que Fox News est très proche de Donald Trump? Which we know Fox News is so close to Donald Trump. It's just a propaganda. C'est juste un outil de propagande. Le but, c'est de convaincre le public américain, ou du moins la partie du public qui regarde Fox News, que ah voilà, c'est cet homme-là. Oh, this is the man. So, but Mais vous savez, c'est un inconnu. Il n'a aucune reconnaissance, aucun soutien en Iran. Oui. in Iran. So, Before wrapping up, Avant de conclure, on est venu surtout pour parler de vos récentes informations sur ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Mais il s'est aussi passé quelque chose en Russie. Larry, les attaques contre un train. The attacks on a train, which was so they killed Oui, an ils ont tué un ingénieur, blessé un autre, et les passagers ont été touchés. Mais c'est juste un nouvel exemple du comportement habituel de l'Ukraine qui continue de mener des attaques terroristes. Le terrorisme, c'est quand on s'en prend à une cible civile, qu'on utilise la violence contre des civils à des fins politiques. civilians for political purposes. what do they want? Qu'est-ce qu'ils veulent de la Russie? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? What are they seeking for? They're trying to force Ils essayent de forcer la Russie à négocier, et tout ce qu'ils font, c'est l'énerver encore plus. Voilà ce qui se passe. That's what's happening. Yeah. You know. It's just amazing. I don't know how long C'est vraiment incroyable. Vladimir Putin gonna Je ne sais pas combien de temps Vladimir Poutine va rester patient face à ce genre d'action, toward this parce que ces attaques mettent d'ailleurs beaucoup de pression sur lui. Vladimir Putin. Well, they're putting some pressure. I mean, look, the kind of pressure that's coming. Eh bien, ils mettent un peu de pression. Step up. Je veux dire, regardez, le genre de pression dont on parle, c'est pour aller plus loin, intensifier, mener des attaques plus fortes contre l'Ukraine. Certains pensent que Poutine a été trop doux. C'est quand même une situation assez folle. Mais ils disent en gros, allons-y vraiment, frappons plus fort. Donc je ne vois pas en quoi ça sert les intérêts de l'Ukraine. Ça ne fait qu'augmenter la probabilité et la rapidité, and ce fait ils vont faut écraser. Increases the likelihood, the speed with which they're going to get crushed. Oui, Benjamin Netanyahu a déclaré dans la nuit qu'Israël avait mené une frappe historique pour empêcher une attaque nucléaire contre le pays. Oui, mais enfin, qui allait les attaquer avec des bombes nucléaires? Who was going to attack them by nuclear bombs? Oui, je sais, c'est juste né. Ridiculous. This is, and I think, I don't know. Je pense, je ne sais pas, avec le temps, si les rapports, si l'optimisme qu'on perçoit un peu sur le terrain, comme vous venez de le dire, se confirme, eh bien je dirais que Benjamin Netanyahu ferait tout. Il pourrait même faire quelque chose de vraiment stupide, à mon avis.
He may do something so stupid, in my opinion. Well, he may up to some extent. Eh bien, peut-être, dans une certaine mesure. Mais vous savez, il faut aussi se rappeler qu'il a encore besoin des États-Unis. Il a besoin de notre argent, de nos renseignements et de notre soutien militaire. Il ne peut pas s'en passer. Merci Larry. Très bien mon ami. Double mission aujourd'hui. Si j'ai des infos plus importantes, je te tiendrai au courant. Mais pour l'instant, tout semble aller dans le bon sens. On dirait bien que Trump pourrait vraiment obtenir son accord de paix. Yeah. Oui, on verra bien. On va voir ce qui se passe. Très bien mon ami. À bientôt Larry. See you soon, Larry. D'accord, au revoir. On se voit Harris.